Un sous-marin allemand a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde pensait savoir où il avait coulé, mais 50 ans plus tard, des plongeurs l'ont trouvé à des milliers de kilomètres de cet endroit. À l'intérieur d'une chambre cachée, ils ont découvert des objets suggérant une mission secrète que personne ne connaissait. Que cachait le U-869 ? Pourquoi les autorités ont-elles gardé cette découverte secrète ? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans l'une des découvertes sous-marines les plus mystérieuses de l'histoire. Le sous-marin fantôme de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'océan Atlantique est devenu l'un des endroits les plus dangereux de la Terre. Les sous-marins allemands connus sous le nom de U-boats chassaient les navires alliés, transportant des fournitures, des troupes et de l'équipement à travers les eaux. Ces vaisseaux sous-marins opéraient un temps secret, frappant sans avertissement et disparaissant dans les profondeurs. La campagne des U-boats représentait l'une des stratégies militaires les plus efficaces de l'Allemagne pendant la guerre. La marine allemande a déployé des centaines de U-boats tout au long du conflit. Ces sous-marins visaient à couper les lignes d'approvisionnement entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Ils ciblaient les navires marchands, les vaisseaux militaires et les convois de transport. Les archives historiques montrent que les U-boats ont coulé des milliers de navires alliés pendant les années de guerre. Chaque attaque réussie perturbait le flux de matériaux nécessaires à la lutte contre la guerre en Europe. Parmi ces nombreux sous-marins se trouvait le UU-869. Le vaisseau appartenait à une classe appelée Type 9C/40. Les chantiers navals allemands ont lancé ce sous-marin particulier en 1943 dans une installation exploitée par Deskimag Egewesser. Le sous-marin mesurait près de 250 pieds de long. Les ingénieurs l'ont équipé de 6 tubes de torpilles conçus pour des attaques à longue portée. Le design permettait au U-869 de traverser l'ensemble de l'océan Atlantique et d'opérer dans des eaux éloignées du territoire contrôlé par l'Allemagne. La marine allemande a assigné Helmut Neuerberg au commandement du 869. Neuerberg détenait le grade de capitaine et apportait une expérience navale significative à ce poste. À la fin de 1944, la guerre s'était retournée contre l'Allemagne. Les forces alliées avançaient sur plusieurs fronts. Malgré ces revers, la marine allemande continuait d'envoyer des U-boats en patrouille de combat. À la fin de 1944, le commandement naval a ordonné au U-869 de commencer sa première patrouille de combat. Selon des documents militaires survivants, les paramètres de la mission dirigeaient le sous-marin vers la région de Gibraltar. Cet emplacement avait une importance stratégique, car les navires alliés passaient par le détroit étroit reliant l'océan Atlantique à la mer Méditerranée. Les commandants allemands croyaient que les U-boats opérant près de Gibraltar pouvaient infliger des dommages significatifs à la navigation alliée. Cependant, la structure de commandement militaire allemande avait commencé à se désintégrer à ce moment-là. Les systèmes de communication échouaient régulièrement, les ordres devenaient confus. Différents commandants émettaient parfois des instructions contradictoires. Les chercheurs historiques croient maintenant que le U-869 a peut-être reçu de nouveaux ordres alors qu'il était déjà en mer. Ces changements de mission potentiels n'ont jamais été correctement enregistrés ou documentés. Le 11 février 1945, 2 navires de guerre américains ont signalé un engagement avec un U-boat allemand non identifié. Les navires impliqués étaient un destroyer et un canot de garde-côte. Les 2 vaisseaux opéraient près de la région de Gibraltar. Ils ont détecté ce qui semblait être un sous-marin et ont lancé une attaque. Après l'engagement, les équipages ont signalé avoir détruit le vaisseau ennemi. Les responsables militaires ont enregistré cela comme un kill confirmé. Les analystes navals ont examiné le timing de cette attaque et l'ont comparé au mouvement connu des U-boats dans la région. Sur la base de leurs calculs, ils ont conclu que le sous-marin détruit devait être le U-869. La marine allemande, qui s'était effondrée avec le reste de l'armée à ce stade, n'a fourni aucune information pour contredire cette conclusion. Sans aucune preuve contradictoire, le dossier officiel indiquait que le U-869 avait coulé au large de la côte de Gibraltar. Le sous-marin avait un équipage de 56 hommes. Tous ont été déclarés tués au combat. Aucun survivant n'est apparu. Aucun signal de détresse n'a jamais été reçu. Aucun débris n'a été récupéré ou photographié. Le sous-marin a simplement disparu sous les vagues et est devenu une entrée de plus dans les énormes listes de pertes de la Seconde Guerre mondiale. Pendant plus de 40 ans, cette explication et ça est resté sans contestation. Les historiens militaires l'ont accepté comme un fait. Les familles adverses des membres d'équipage ont reçu notification que leurs proches étaient morts près de Gibraltar. Des plaques commémoratives et des dossiers indiquaient Gibraltar comme le lieu du naufrage. L'affaire semblait close. Cependant, plusieurs problèmes existaient avec ce récit officiel.
Tout d'abord, personne n'a jamais trouvé de débris réels près de Gibraltar correspondant aux caractéristiques du U-869. Les rapports militaires de guerre contenaient souvent des erreurs, les navires opérant dans des conditions de combat identifiaient fréquemment mal les cibles ou faisaient des évaluations incorrectes. La technologie disponible à l'époque offrait une précision limitée pour le suivi des sous-marins. Deuxièmement, la documentation militaire allemande de cette période s'est révélée incomplète ou totalement manquante. En 1945, l'effort de guerre allemand s'effondrait. Les communications radio se sont effondrées. La tenue des dossiers est devenue chaotique. De nombreux documents ont été perdus ou détruits délibérément. Les quelques journaux survivants contenaient des informations ambiguës qui n'établissaient on ne sait pas clairement la position finale du U-869. La recherche sur cette affaire a révélé un autre détail troublant. Les U-boats allemands maintenaient un contact radio régulier avec le commandement naval pendant les missions. Ces communications servaient deux objectifs. Elles permettaient aux sous-marins de signaler leur progrès et position. Elles permettaient également au commandement d'envoyer de nouveaux ordres ou des avertissements sur les activités ennemies. Le U-869 a transmis son dernier message radio connu tout en opérant encore dans l'océan Atlantique Nord. Cet emplacement se trouvait à des milliers de kilomètres de Gibraltar. Après cette dernière transmission, un silence complet a suivi. Le sous-marin a disparu comme si l'océan l'avait effacé de l'existence. Aucune communication supplémentaire n'a eu lieu, aucun débris n'est apparu, aucune preuve n'est émergée pour expliquer ce qui s'est passé. Pendant des décennies, le U-869 est resté perdu son véritable destin inconnu, enfoui sous des rapports contradictoires et des dossiers incomplets d'une époque chaotique de l'histoire. Le mystère du New Jersey 1991. Les eaux au large de la côte du New Jersey contiennent l'un des plus grands cimetières sous-marins d'Amérique du Nord. Des centaines de naufrages reposent sur le fond océanique dans cette zone. Ces vaisseaux ont coulé pour diverses raisons, y compris des tempêtes, des collisions, des pannes d'équipement et des actions militaires pendant la guerre. Pour les plongeurs expérimentés en épave, cette région offre d'innombrables opportunités d'exploration et de découverte. À l'été 1951, une équipe de plongeurs récréatifs a commencé à rechercher des épaves non identifiées en utilisant une technologie de sonar à balayage latéral. L'équipe comprenait John Chatterton et Richie Kohler, tous deux plongeurs techniques très expérimentés. Ils comprenaient les risques impliqués dans l'exploration en eau profonde. Les eaux au large du New Jersey présentaient des défis extrêmes, notamment des courants sous-marins forts, une visibilité médiocre et des températures froides qui pénétraient même les meilleures combinaisons de plongée. L'équipe a opéré à environ 60 miles au large de Point Pleasant, New Jersey. Leur équipement sonar a détecté un objet inhabituel reposant sur le fond océanique à une profondeur de 230 pieds. L'image sonar montrait une structure longue et étroite avec une forme de torpille distinctive. L'objet semblait fabriqué par l'homme et ancien. Sa taille et sa forme suggéraient quelque chose de significatif, mais le sonar ne pouvait pas fournir d'identification détaillée. Les plongeurs ont décidé d'enquêter. La plongée technique à cette profondeur nécessitait une planification extensive et un équipement spécialisé. Ils devaient utiliser des systèmes de respiration à gaz mélangés au lieu de l'air comprimé ordinaire. La pression à 230 pieds créait des conditions dangereuses. Les plongeurs faisaient face à des risques tels que la narcose à l'azote, la toxicité de l'oxygène et la maladie de décompression. Chaque plongée nécessitait un calcul minutieux du temps de fond et des arrêts de décompression obligatoires pendant la remontée. Lors de leur première remontée vers l'épave, les plongeurs ont rencontré une visibilité sévèrement limitée. Ils ne pouvaient voir que quelques pieds dans n'importe quelle direction. Le limon et les sédiments obscurcissaient l'eau. La structure était partiellement enfouie sous le sable et des décennies de filets de pêche accumulés. Se déplacer autour de l'épave s'est avéré difficile et chronophage. Malgré ces obstacles, les plongeurs ont rapidement reconnu ce qu'ils avaient trouvé. L'épave était clairement un sous-marin. La taille indiquait un grand vaisseau, pas un petit sous-marin côtier. La découverte a immédiatement soulevé des questions car aucun dossier n'indiquait de perte de sous-marins dans cette région. Les plongeurs ont examiné la coque extérieure à la recherche de numéros d'identification ou de marques. Ils n'en ont trouvé aucun. Aucune plaque nominative n'était visible. Aucun drapeau ou un signe national ne pouvait être vu. Des décennies de corrosion et de croissance marine avaient obscurci la plupart des caractéristiques identifiables. La tour de commandement montrait des dommages importants et un effondrement partiel. La coque extérieure affichait des fissures et des déformations. Le temps et la pression avaient eu raison de la structure métallique.
le sous-marin se désintégrait lentement rouillant au fond de l'océan. Sans identification appropriée, les plongeurs ne pouvaient pas déterminer l'origine ou la nationalité du vaisseau. L'équipe a donné à l'épave mystérieuse un surnom. Ils l'ont appelé Yoo-Hoo. Ce nom reflétait à la fois l'origine allemande probable du sous-marin et l'incertitude totale concernant son identité. Les plongeurs se sont engagés à résoudre le mystère. Ils ont prévu une série d'expéditions de retour pour recueillir plus d'informations et récupérer des artefacts identifiables. Chaque plongée subséquente a apporté de nouveaux défis. La profondeur extrême limitait le temps de fond à de courtes périodes. Les plongeurs devaient passer beaucoup plus de temps à décompresser qu'à explorer réellement l'épave. Les conditions météorologiques annulaient fréquemment les plongées prévues. Des courants forts rendaient parfois impossible l'approche de l'épave. Malgré ces difficultés, l'équipe a persisté. Au cours de plusieurs expéditions, les plongeurs ont commencé à récupérer de petits objets à l'intérieur de l'épave. Ils ont trouvé des manomètres allemands avec des mesures métriques. Ils ont découvert des tuyaux, des vannes et des instruments qui provenaient clairement de la fabrication allemande. Ces preuves vont confirmer la nationalité du sous-marin. C'était définitivement un U-boat allemand. Cependant, identifier quel U-boat spécifique restait le défi critique. Les plongeurs ont récupéré divers objets personnels, y compris des assiettes, des bols et des morceaux d'équipement. Certains objets portaient le symbole de l'aigle de la marine utilisé par la marine allemande. Ces découvertes fournissaient un contexte historique mais pas d'identification spécifique. L'équipe avait besoin de quelque chose de plus définitif. Ils avaient besoin d'une pièce de preuve qui pouvait être tracée à un vaisseau particulier ou à un membre d'équipage. La percée est survenue lorsque les plongeurs ont découvert un couteau à beurre. Le couteau montrait une corrosion significative mais restait intact. Plus important encore, quelqu'un avait gravé un nom dans le métal. La gravure disait Hornberg. Cela représentait une pièce cruciale de preuve. Le nom appartenait à une personne, pas à un navire ou à un numéro de modèle. Cet artefact unique a ouvert une voie vers l'identification. Les plongeurs ont commencé à rechercher dans les archives navales allemandes et les listes d'équipage. Ils ont cherché quiconque nommé Hornberg ayant servi sur des U-boats pendant la Seconde Guerre mondiale. Leur enquête les a conduits à Georg Hornberg, un membre d'équipage officiellement inscrit comme ayant servi à bord du U-869. Cette connexion a fourni le premier lien solide entre l'épave mystérieuse et un sous-marin spécifique. L'équipe a poursuivi son travail d'archéologie sous-marine. Ils ont récupéré des collecteurs de vannes et des composants de moteurs diesel lors de plongées ultérieures. Ces pièces mécaniques contenaient des numéros de série gravés par les fabricants. Les plongeurs ont retracé ces numéros de série jusqu'au dossier de production de Deschamag AG Weiser, le chantier naval allemand qui a construit le U-869. Les numéros correspondaient parfaitement. Après 6 ans de plongée dangereuse et de recherche méticuleuse, l'équipe de plongée civile avait accompli ce que les organisations militaires et gouvernementales n'avaient pas fait. En 1997, la marine des États-Unis a officiellement reconnu leur découverte. L'épave de sous-marin reposant au large de la côte du New Jersey a été confirmée comme étant le U-869. Mort par tyramie ou quelque chose de pire. La confirmation que l'épave au large du New Jersey était le U-869 a créé un nouveau problème. Identifier le sous-marin a répondu à une question, mais en a soulevé une autre tout aussi importante: comment le U-869 a-t-il coulé ? Le lieu lui-même contredisait tous les dossiers officiels. Le sous-marin était censé avoir sombré près de Gibraltar, pourtant il reposait à des milliers de kilomètres au large de la côte américaine. Comprendre ce qui a causé la perte du vaisseau est devenu le prochain défi pour les chercheurs et les historiens. Les enquêteurs ont examiné les preuves disponibles avec soin. Ils ont étudié les dommages physiques visibles sur l'épave. Ils ont passé en revue les archives de guerre provenant de sources allemandes et américaines. Ils ont analysé la situation tactique dans l'Atlantique au début de 1945. De cette recherche, 2 théories principales ont émergé. Chaque théorie avait des preuves à l'appui. Chacune contenait également des lacunes qui empêchaient d'atteindre une certitude complète. La première théorie suggérait que le U-869 avait été détruit par sa propre arme. Les torpilles allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale étaient sophistiquées mais peu fiables. Les ingénieurs les avaient conçues pour se diriger droit vers leur cible. Cependant, des pannes mécaniques se produisaient fréquemment. Un dysfonctionnement particulièrement mortel est devenu connu sous le nom de problème du Circle Runner. Une torpille
de type Circle Runner était lancé normalement, mais dévié ensuite de sa trajectoire. Des gyroscopes défectueux ou des surfaces de contrôle endommagées faisaient rendre que l'arme décrivait un arc large au lieu de se déplacer en ligne droite. La torpille complétait un parcours circulaire et revenait vers le sous-marin qui l'avait tiré. Ce dysfonctionnement a tué plusieurs U-boats pendant la guerre. Chaque capitaine de sous-marin connaissait ce risque et en avait peur. Les partisans de la théorie du Circle Runner croient que cela explique le destin du U-869. Ils soutiennent que le sous-marin a tiré une torpille lors d'opérations de combat ou d'un lancement d'essai. L'arme a immédiatement mal fonctionné et a commencé à faire demi-tour. L'équipage n'a pas eu le temps de réagir ou de prendre des mesures d'évasion. La torpille a frappé leur propre sous-marin et a explosé contre la coque. Plusieurs éléments de preuve soutiennent cette explication. Tout d'abord, les chercheurs n'ont trouvé aucun dossier indiquant que le U-869 avait jamais engagé un vaisseau ennemi. Aucun navire allié n'a signalé d'attaque de torpilles dans cette zone pendant la période concernée. Aucun document survivant ne mentionne des tentatives de frappe par le sous-marin. Cela suggère que le U-869 n'a jamais réussi à tirer sur une cible ennemie. Deuxièmement, l'examen de l'épave a révélé des dommages internes importants dus à une explosion. Le schéma de destruction semblait cohérent avec une détonation de torpille se produisant très près de la coque. Cependant, les dommages montraient des caractéristiques d'une explosion interne plutôt que d'une attaque externe. La force semblait provenir de l'intérieur ou immédiatement à proximité de la structure du sous-marin. La deuxième grande théorie proposait que des navires de guerre américains aient détruit le U-869 lors d'opérations de combat. Selon cette explication, 2 navires de la marine des États-Unis ont détecté et attaqué le sous-marin. Les vaisseaux impliqués étaient l'USS Howard D. Crowe et l'USS Coiner. Les 2 navires opéraient dans l'Atlantique pendant cette période. Le 11 février 1945, ces 2 vaisseaux ont signalé avoir engagé un sous-marin non identifié. Ils ont détecté la cible à l'aide d'équipements sonar ou d'hydrophones. Les navires ont lancé une attaque coordonnée de charges de profondeur. Les charges de profondeur étaient des armes explosives conçues pour détonner sous l'eau à des profondeurs spécifiques. Les ondes de pression créées par ces explosions pouvaient écraser les coques des sous-marins. Après la fin de la guerre, les archives navales américaines ont crédité cet engagement comme un naufrage réussi. Le rapport a mentionné la cible comme un U-boat allemand non identifié. Une analyse ultérieure par des historiens militaires a conclu que le sous-marin détruit devait être le U-869. Même après que des plongeurs aient trouvé l'épave au large du New Jersey des décennies plus tard, la marine des États-Unis a maintenu que les charges de profondeur de ces 2 navires avaient causé le naufrage. Cette théorie semblait simple à première vue. Cependant, les chercheurs ont identifié plusieurs problèmes avec cette explication. Le premier problème concernait le timing et l'emplacement. Les ordres de mission du U-869 le dirigeaient vers Gibraltar et non vers la côte est américaine. Si des navires américains ont attaqué un sous-marin près du New Jersey, pourquoi personne n'a-t-il lié cet engagement au U-869 à l'époque ? Le sous-marin n'était pas censé être dans cette zone. Le deuxième problème concernait les coordonnées précises. L'emplacement où l'USS Howard D. Crowe et l'USS Coiner ont signalé leur attaque ne correspondait pas exactement à la position où les plongeurs ont trouvé l'épave. Les 2 emplacements étaient proches mais pas identiques. Ils étaient suffisamment proches pour suggérer une connexion mais assez éloignés pour créer des doutes sur l'implication du même sous-marin. Le troisième problème concernait l'état de l'épave elle-même. Les plongeurs ont découvert que plusieurs tubes de torpilles étaient restés scellés. Si le U-869 avait engagé un combat avec des navires de surface, la procédure standard aurait exigé de tirer des torpilles. Pourquoi le sous-marin n'avait-il apparemment pas lancé d'armes ? Pourquoi semblait-il complètement pris au dépourvu ? L'examen physique de l'épave a fourni des informations contradictoires. La section avant montrait de lourdes déformations et compressions. Les compartiments internes s'étaient implosés sous une force intense. Ces dommages suggéraient une onde de choc provenant de l'intérieur du sous-marin plutôt que d'explosions de charges de profondeur au-dessus. Cependant, certaines zones externes de la coque montraient des motifs de déformation qui pouvaient correspondre à des explosions sous-marines à proximité. Une observation particulièrement frappante concernait les positions de l'équipage. Des restes squelettiques trouvés à l'intérieur de l'épave indiquaient que personne n'avait atteint les écoutilles d'évasion. Aucun membre d'équipage n'a tenté de faire surface. Aucune preuve ne suggérait que des procédures d'urgence avaient été initiées. Quoi que ce soit qui ait détruit le U-869 s'est produit avec une rapidité dévastatrice. L'équipage est mort instantanément sans avertissement ni temps de réagir. Les 2 théories contenaient des éléments de vérité.
Les deux avaient des faiblesses qui empêchaient des conclusions définitives. Le mystère de la manière dont le U-869 est réellement mort est resté non résolu malgré des décennies d'enquête. Les chambres cachées fin 2024. Pendant plus de 3 décennies après la découverte initiale, les plongeurs ont continué à visiter l'épave du U-869. Chaque expédition faisait face aux mêmes limitations qui avaient affecté les investigations originales. La profondeur extrême de 230 pieds créait de sévères contraintes de temps. Des courants sous-marins forts rendaient fréquemment la plongée impossible. La mauvaise visibilité entravait les efforts d'exploration. La température de l'eau à cette profondeur restait proche de zéro toute l'année. Ces facteurs combinés rendaient chaque plongée dangereuse et physiquement exigeante. Malgré ces défis, les améliorations technologiques ont progressivement élargi ce que les plongeurs pouvaient accomplir. De meilleurs systèmes de gaz mélangés permettaient des temps de fond légèrement plus longs. Un éclairage sous-marin amélioré pénétrait l'obscurité de manière plus efficace. Des équipements de communication avancés permettaient une meilleure coordination entre les membres de l'équipe. Des caméras haute résolution pouvaient documenter l'épave avec plus de détails que les expéditions précédentes. À la fin de 2025, une équipe de plongée équipée de cette nouvelle technologie a tenté d'accéder à des zones du sous-marin auparavant considérées comme inaccessibles. Une section en particulier était restée scellée depuis que le sous-marin avait coulé près de 80 ans plus tôt. L'effondrement structurel et la corrosion extrême avaient bloqué ce compartiment. Tenter d'entrer comportait des risques importants. Le métal corrodé pouvait s'effondrer davantage. Des bords tranchants pouvaient déchirer les combinaisons de plongée ou les tuyaux d'air. Perturber l'épave pouvait déclencher un nouvel effondrement structurel. L'équipe a avancé avec précaution. Ils ont travaillé lentement pour éviter d'endommager les restes fragiles. Après des efforts intensifs, ils ont réussi à percer la section scellée. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur a surpris même les membres les plus expérimentés de l'expédition. Selon des membres de l'équipe qui ont parlé de la découverte sous conditions d'anonymat, le compartiment semblait remarquablement bien préservé. L'environnement scellé avait protégé son contenu des pires effets de la corrosion due à l'eau salée. La pression et le temps avaient cependant causé une détérioration significative, mais de nombreux objets restaient reconnaissables. Les plongeurs ont décrit l'espace comme une capsule temporelle gelée au moment où le U-869 a coulé en 1945. À l'intérieur du compartiment, l'équipe a trouvé des casiers personnels qui avaient appartenu à des membres d'équipage. Des caisses de stockage restaient empilées là où les marins les avaient placées des décennies plus tôt. Des malles étaient restés intacts. Certains conteneurs avaient encore des joints en caoutchouc qui avaient d'une manière ou d'une autre maintenu une intégrité partielle malgré l'environnement océanique. Le niveau de préservation dépassait tout ce que les plongeurs avaient précédemment rencontré sur l'épave. Cependant, une exploration plus approfondie du compartiment a révélé des objets qui ont immédiatement attiré l'attention des historiens et des spécialistes du renseignement. Des sources familières avec l'enquête ont décrit la découverte d'un poignard cérémoniel conçu pour les officiers du régime. L'arme présentait des décorations élaborées. Sa lame portait apparemment une devise gravée associée aux unités navales d'élite au sein de la structure militaire allemande. Près du poignard, les plongeurs ont découvert une caisse étanche qui avait été soigneusement scellée. À l'intérieur de ce conteneur se trouvait un uniforme de cérémonie de la marine allemande. L'uniforme était dans un état remarquable compte tenu de son âge et de son environnement. Il affichait encore l'insigne de l'aigle de fer utilisé par les forces navales allemandes. Plus significativement, l'uniforme comprenait un brassard rouge portant un symbole de swastika. Les historiens militaires ont noté que trouver de tels objets dans cet état de préservation était extrêmement rare. La découverte la plus controversée provenait de sous des couches de documents scellés. Les plongeurs ont trouvé ces papiers enveloppés dans du toile cirée, un matériau imperméable couramment utilisé pour protéger des objets importants en mer. Parmi ces matériaux protégés se trouvait une boîte contenant des souvenirs politiques nazis. La boîte comprenait un drapeau avec la swastika qui avait été plié avec une technique militaire précise. Le tissu montrait des dommages minimes malgré des décennies passées sous l'eau. Aux côtés du drapeau, l'équipe a récupéré des tracts de propagande imprimés en anglais. L'analyse de ces documents a révélé qu'ils étaient conçus pour créer la discorde parmi la population civile américaine. Les tracts contenaient des messages destinés à saper le soutien à l'effort de guerre. Leur présence sur un sous-marin allemand suggérait des plans potentiels de distribution sur le sol américain. Peut-être le plus intrigant était la découverte de ce qui semblait être un codebook partiellement crypté. Le livre portait des marques associées à l'Abwehr qui servait de service de renseignement militaire de l'Allemagne nazie,
pendant la Seconde Guerre mondiale. Les codebooks de ce type étaient en fait considérés comme des matériaux hautement sensibles. Leur présence sur le 869 soulevait immédiatement des questions sur la véritable mission du sous-marin. L'équipe de découverte a pris la décision délibérée de ne pas rendre ces résultats publics. Les matériaux soulevaient des questions politiquement sensibles que les autorités préféraient gérer discrètement. La révélation publique de souvenirs nazis et de matériaux de renseignement pourrait générer une controverse indésirable. Plus important encore, les objets suggéraient des possibilités qui contredisaient les récits historiques acceptés. La combinaison de matériaux de propagande, de documents de renseignement et d'objets cérémoniels indiquait que le U-869 pourrait avoir eu une mission au-delà d'une simple patrouille de combat. Certains chercheurs théorisent maintenant que le sous-marin a peut-être été chargé d'opérations secrètes sur ou près du territoire américain. Cela pourrait expliquer pourquoi le vaisseau est apparu au large de la côte du New Jersey au lieu d'être près de Gibraltar où il était censé opérer. La théorie selon laquelle le U-869 avait l'intention de déployer des agents ou des matériaux sur le sol des États-Unis reste non confirmée. Cependant, les preuves physiques récupérées du compartiment scellé fournissaient un soutien substantiel à cette possibilité. Si cela s'avérait exact, cette explication changerait fondamentalement la compréhension des opérations de renseignement allemandes dans l'hémisphère occidental durant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. La culpabilité des survivants, Herbert Guszowski. Parmi les 56 hommes initialement affectés à servir à bord du U-869, les dossiers officiels les ont tous répertoriés comme des victimes de guerre. L'ensemble de l'équipage aurait supposément péri lorsque le sous-marin a coulé au début de 1945. Pendant des décennies, cela est resté le fait historique accepté. Cependant, un nom figurait sur la liste d'affectation initiale de l'équipage, mais pas sur le registre final des victimes. Ce nom appartenait à Herbert Guszowski. Herbert a reçu des ordres l'assignant en tant que membre d'équipage pendant la phase de préparation du U-869. Il s'est entraîné avec les autres marins qui allaient opérer le sous-marin. Cependant, peu avant la date de départ prévue, Herbert a contracté une maladie. Le personnel médical l'a examiné et a déterminé qu'il n'était pas apte au service. Les espaces se confinaient, les ressources limitées et l'environnement opérationnel dangereux ne laissaient aucune place aux membres d'équipage malades. Un autre marin a reçu des ordres pour prendre la place d'Herbert. Ce remplaçant a subi une orientation rapide pour se préparer au déploiement. Ce changement de personnel représentait un ajustement de routine qui se produisait fréquemment dans les opérations militaires. Les navires et sous-marins connaissaient régulièrement des modifications de l'équipage à la dernière minute en raison de maladies, de blessures ou de réaffectations administratives. Personne ne considérait ce changement particulier comme significatif à l'époque. Le U-869 a quitté le port sans qu'Herbert soit à bord. Il est resté à la base navale en convalescence de sa maladie pendant que ses anciens camarades prenaient de la mer dans l'océan Atlantique. En quelques semaines, la communication avec le sous-marin a cessé. Des mois plus tard, après la reddition de l'Allemagne, les autorités navales ont compilé des listes de victimes. Le dossier officiel indiquait que le U-869 avait été détruit près de Gibraltar avec tout son équipage perdu. Puis, dans les années 1990, des plongeurs américains ont fait leur découverte au large de la côte du New Jersey. Dans le cadre de leurs efforts de recherche pour identifier le mystérieux sous-marin, l'équipe de plongée a commencé à contacter quiconque ayant des liens avec le U-869. Ils ont recherché des parents survivants des membres d'équipage. Ils ont cherché toute personne qui pourrait fournir des informations sur le vaisseau ou son personnel. Leur enquête les a finalement conduits à Herbert. Lorsque les plongeurs l'ont contacté, ils lui ont apporté des nouvelles choquantes. Cette information contredisait directement tout ce qu'Herbert avait cru pendant plus de 50 ans. Le chercheur Richie Kohler, l'un des plongeurs principaux impliqués dans l'identification de l'épave, a ensuite décrit la réaction initiale d'Herbert comme sceptique. Herbert a trouvé la revendication difficile à accepter. Les plongeurs ont fourni des preuves pour soutenir leur affirmation. Ils ont montré à Herbert des photographies d'objets récupérés sur le site de l'épave. Plus convaincant encore, ils ont présenté des images d'un couteau gravé du nom Georg Hornberg. Herbert a immédiatement reconnu ce nom. Il a confirmé que Georg Hornberg avait effectivement servi comme membre d'équipage sur le U-869. Il avait connu Hornberg personnellement pendant leur période d'entraînement. Cette vérification s'est révélée cruciale pour l'effort d'identification. La confirmation d'Herbert a connecté les artefacts récupérés directement au U-869. Ces souvenirs de membres d'équipage spécifiques ont aidé les chercheurs à vérifier d'autres aspects de leur découverte. Ils se souvenaient de détails concernant la période d'entraînement et de l'atmosphère parmi l'équipage pendant ces dernières semaines avant le déploiement.
Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il ressentait à propos de la découverte, Herbert aurait exprimé une émotion contenue. Il a reconnu la chance étrange qui avait épargné sa vie grâce à une simple maladie. Il a exprimé de la tristesse pour la perte des hommes avec qui il s'était entraîné. Cependant, il ne cherchait pas de publicité ou d'attention pour sa survie. Il a donné peu d'interviews et a préféré rester largement discret sur son lien avec le sous-marin. Les souvenirs d'Herbert ont aidé à combler des lacunes dans le dossier historique. Sa connaissance de première main de l'équipage et de leur préparation a vérifié des informations qui n'existaient que dans des documents fragmentaires. Il représentait un lien vivant avec le U-869 que les chercheurs ne s'attendaient pas à trouver. Herbert Guszowski est décédé en 2005. Il est mort sans jamais apprendre la découverte du compartiment scellé qui aurait lieu près de 20 ans plus tard. S'il possédait des connaissances sur la véritable mission du U-869, cela reste inconnu. Il n'a jamais discuté publiquement d'aucun aspect classifié des ordres du sous-marin. S'il savait quoi que ce soit au-delà de ce qui apparaissait dans les dossiers officiels, il a choisi de ne pas en parler de son vivant. Conclusion. L'histoire du U-869 représente l'une des découvertes archéologiques sous-marines les plus significatives du XXe siècle. Ce qui a commencé comme une expédition de plongée sur épave de routine au large de la côte du New Jersey s'est transformé en une enquête qui a remis en question les récits historiques acceptés et a révélé des lacunes dans les dossiers militaires officiels. La découverte a démontré comment même des événements bien documentés de la Seconde Guerre mondiale pouvaient contenir des erreurs fondamentales qui persistaient pendant des décennies. Le processus d'identification lui-même a mis en avant les capacités de chercheurs civils dévoués. Sans financement gouvernemental ni soutien institutionnel, une petite équipe de plongeurs récréatifs a accompli ce que les organisations militaires n'avaient pas fait. Ils ont localisé un sous-marin perdu, l'ont identifié grâce à une récupération minutieuse d'artefacts et ont prouvé que les dossiers officiels concernant son sort étaient complètement incorrects. Leur travail a établi de nouvelles normes pour l'investigation archéologique sous-marine et la méthodologie d'identification des épaves. Cependant, malgré des années de recherche et d'exploration des questions fondamentales sur le U-869 restent sans réponse. La présence du sous-marin au large de la côte est-américaine contredit ces ordres de mission documentés. Aucune explication claire n'existe pour expliquer pourquoi le vaisseau a opéré à des milliers de kilomètres de sa zone de patrouille assignée. La découverte de matériaux de renseignement et de documents de propagande dans le compartiment scellé suggère des possibilités que les historiens continuent de débattre. La cause de la destruction du sous-marin reste également contestée. La théorie de la torpille Circle Runner fournit une explication plausible soutenue par des preuves physiques provenant de l'épave. La théorie de l'attaque par charge de profondeur offre un scénario alternatif soutenu par des archives navales américaines. Aucune des explications ne rend pleinement compte de tous les schémas de dommages observés et des incohérences historiques. Certains chercheurs croient qu'un troisième facteur inconnu pourrait avoir contribué au naufrage. La dimension humaine de l'histoire du UE-569 ajoute un poids émotionnel au mystère technique. 56 hommes sont morts à bord du sous-marin sans jamais atteindre leur destination prévue. Ils ont quitté le port en pensant qu'ils partaient en patrouille de combat vers les eaux européennes. Au lieu de cela, ils sont morts au large de la côte américaine dans des circonstances restées cachées pendant un demi-siècle. Leurs familles les ont pleurés sur la base d'informations incorrectes concernant le lieu et les circonstances de leur décès. La survie d'Herbert Guszowski, grâce à une maladie aléatoire, met en lumière la nature arbitraire du destin en temps de guerre. Une simple condition médicale a sauvé sa vie, tandis que le marin qui l'a remplacé est mort. Cet élément de chance nous rappelle qu'au-delà de chaque statistique militaire et rapport de perte se trouvaient des êtres humains individuels dont la vie a été bouleversée par des circonstances échappant à leur contrôle. L'enquête sur le U-869 démontre comment la compréhension historique continue d'évoluer à mesure que de nouvelles preuves émergent. Ce qui semblait réglé en 1945 s'est avéré incorrect en 1997. Les découvertes de 2024 soulèvent de nouvelles questions qui pourraient prendre des décennies supplémentaires pour être pleinement répondues. Le fond océanique recèle d'innombrables mystères similaires attendant que la technologie et la détermination les révèlent. Cette affaire illustre également la valeur de la remise en question des récits officiels. L'explication acceptée du sort du U-869 est restée sans contestation pendant plus de 40 ans, simplement parce qu'elle figurait dans les dossiers militaires. Ce n'est
que lorsque des plongeurs civils ont physiquement localisé l'épave que la vérité a commencé à émerger. Leur travail sert de rappel que la documentation officielle, bien que importante, peut contenir des erreurs significatives qui persistent jusqu'à ce que quelqu'un fasse l'effort de vérifier les faits de manière indépendante. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez et abonnez-vous et cliquez également sur la prochaine vidéo affichée sur votre écran.